Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Loulier. Tu es cofondateur de Captures. Comment tu vas, Arnaud? Ça va très bien, merci beaucoup. Eh bien écoute, Et toi? on est ravis de t'accueillir ici. On va parler de plein de sujets hyper intéressants. Donc le sommaire de cette vidéo, on va parler d'IoT de façon générale et puis ensuite on fera un petit focus sur des aspects un petit peu plus techniques pour le coup de cette technologie. Qu'est-ce qui va nous arriver en tout cas dans les prochaines années? C'est parti pour cet épisode du Canap. Envoyez le générique. Arnaud, c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir sur ce canapé en tout cas et on a l'habitude de démarrer par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, raconte-nous tout, c'est à toi. Plaisir partagé, merci beaucoup. Alors moi, donc j'ai 42 ans, je suis ingénieur, hein, donc j'ai une formation académique d'ingénieur. J'ai eu la chance de pouvoir faire un double diplôme. Je suis parti 3 ans, je suis resté 3 ans en France et 2 ans en Allemagne, donc j'ai un Ouais. diplôme français, un diplôme allemand d'ingénieur, et j'ai travaillé principalement dans l'aéronautique. Donc à l'issue de mon stage de fin d'études, j'ai été embauché chez Airbus et j'y suis resté 16 ans. 16 ans, d'accord, ok. Exactement. Alors Donc, aéronautique, c'est assez large. Tu faisais quoi exactement dans l'aéronautique pour le coup chez Airbus? alors j'étais dans la division hélicoptère et j'ai fait beaucoup de métiers différents. Dans les entreprises de cette taille-là, on a la chance de pouvoir faire des passerelles qui seraient difficilement pensables en changeant de société. Mhm. Et donc j'ai fait beaucoup d'ingénierie et de production, de gestion de production, notamment même de fabrication, donc des gestions Ouais, d'équipes d'hommes qui fabriquaient des pales d'hélicoptères notamment. d'accord. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir, je voulais travailler plus près du produit, près du client, du produit final de l'hélicoptère. Et donc, Mhm. j'ai pu rejoindre les équipes commerciales et je me suis occupé d'offres et contrats pour l'Afrique Moyen-Orient sur de la vente d'hélicoptères. Et après, j'ai terminé à m'occuper des réseaux de distribution et commerciaux sur l'Amérique latine. Ok, Voilà. donc là on est encore loin de ce qui nous amène au sujet du jour pour l'instant, de ce que je vois. Qu'est-ce qui, du coup, la passerelle finalement avec la structure que tu as montée derrière en tant que cofondateur de Captures, c'est quoi la suite justement après Airbus? Alors, avec mon associé actuel, hein, donc Ludovic Le Sieur, on était toujours resté très technophile, hein, donc lui aussi était dans l'aéronautique, et on a toujours été un petit peu en mode veille, en mode garage sur les différentes technologies. Ouais, Et un jour, on a découvert Sigfox, donc en fait la technologie de réseau bas débit Sigfox. Et on s'est dit, ça, il y a une espèce de révolution derrière ça, il y a quelque chose de magique derrière cette technologie qu'on appellera plus tard l'IoT, enfin, en tout cas qu'on ouais, va identifier comme étant l'IoT. Et à l'époque, on avait un besoin personnel qui était de fabriquer un petit traceur pour faire du sport et pour pouvoir être suivi loin et longtemps, avec des très très grosses autonomies. Et on s'est dit, ça, cette technologie, elle irait parfaitement à ce cas d'usage-là, à cette problématique. pourquoi le secteur du sport? Est-ce que c'est un lien avec le sport justement? Est-ce que c'est On était pratiquants, en fait, voilà, on faisait du trail ouais. running et Et tu t'es donc dit tiens, il y a peut-être ce besoin à ce moment-là? il y avait ce besoin-là. Je l'entendais un petit peu de la part des gens qui en faisaient avec nous, et puis j'en avais Ouais, personnellement besoin, quoi. ok. Donc voilà, je me suis dit on va faire ce produit-là, et on l'a fait. Donc on s'est rapproché de Sigfox, on a fait nos premières pièces dans notre garage, on a joué avec. L'année suivante, on a dit bon, on va en fabriquer 50, on va réduire un peu le truc, on va les donner à des amis, on va regarder, et puis tout le monde dit ah c'est bien, ça marche bien, ça remplit, ça coche une case d'un produit qui n'existait pas, ça remplit un D'accord. besoin qui n'existait pas. Et 3 mois après, on a fait Kickstarter, et puis comme ça a marché, bah, Ah après on ouais, la s'est lancé. campagne de Voilà. crowdfunding pour Exactement, le on a fait coup. du crowdfunding. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément quitté immédiatement Airbus avant de te lancer dans cette aventure. Ça a été une transition quelque part? Oui, ça a été une transition, ça a été Ouais, fait de manière raisonnée, et après on faisait du hardware et du software. Donc à un ouais, moment donné, si on veut pouvoir livrer des clients de manière décente et proposer un produit qui fonctionne, il faut pouvoir investir justement sur cette production. Et le crowdfunding, c'est ça qui nous a donné cette première impulsion. ok, Après, on a levé des fonds, et puis après d'accord. on est parti. Donc ça a été transitoire.
Ça n'a pas été sur un coup de tête, quoi. Ça marche. Alors justement, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ce que tu fais aujourd'hui chez Captures? C'est quoi votre activité? Alors, chez Captures, aujourd'hui, nous fabriquons donc toujours des traceurs GPS innovants. Alors, innovants, en tout cas, qui adressent un certain type un certain segment. Ouais, Ce segment-là, c'est celui de la très grande autonomie et du bas coût d'exploitation. Donc, on va avoir deux verticales principales. Une qui est dédiée au tracking de personnes. ouais. Donc, en gros, le dérivé de ce qu'on avait fait pour les sportifs. Donc orienté quoi, B2C, c'est-à-dire que c'est des gens comme toi et moi qui peuvent acheter tes produits par exemple ou, Alors, on peut acheter, voilà, le produit peut être acheté en B2C, mais notre Ouais. orientation a été dès le début assez focale B2B, dans Ouais. le sens où on va travailler donc, sur les personnes, plutôt sur les travailleurs isolés, sur le workforce management dans sa globalité. Et la deuxième verticale, c'est le tracking d'assets industriels, donc le tracking de containers, palettes, colis, véhicules, tout ce qui va être à un moment donné isolé et qui est sujet au vol ou au risque de, Ouais. à un moment donné, on a besoin d'un management visuel de la position, mais avec la problématique de longue autonomie. C'est-à-dire D'accord. qu'aujourd'hui, les technologies qui existaient avant l'avènement de l'IoT ne permettaient pas de faire ça. C'est-à-dire que si on utilise du GSM ou si on utilise des technos qui vont être très très consommatrices, on ne va pas pouvoir avoir ces longues autonomies et ces bas coûts Tu le fais d'exploitation. pendant quoi, 24 heures? Je dis une bêtise, hein, Oui, et puis après ça coupe, tu es obligé de recharger le truc, c'est Et ça? même si on le fait pendant une semaine, Ouais. le besoin des clients, c'est plutôt 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc D'accord. on est vraiment sur de la très très longue autonomie. Donc si on fait un focus justement sur cette techno qui est liée peut-être à Sigfox, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, ce que ça permet, c'est quoi concrètement? Alors, quand on parle d'IoT en général, on va parler de la techno, donc des réseaux qu'on utilise. Donc Ouais. ces technos-là, on va les appeler LP1, LP? LP1, Low Power Wide Area Network, donc Ok. réseau bas débit longue D'accord. portée. WAN, pas le chiffre, hein, WAN. Ok. WAN, Ouais. exactement, voilà. En France, ils sont principalement connus sous le nom de Sigfox ou LoRa, donc ça va être un D'accord. concurrent qui fait à peu près, qui va fonctionner à peu près pareil. Ok. L'idée, c'est d'aller à contre-pied de la course à la vitesse et du débit. C'est-à-dire, c'est plutôt chercher à en envoyer le moins possible, mais avec une consommation énergétique pour envoyer la data extrêmement faible. Donc le corollaire, c'est d'avoir une autonomie extrêmement grande. Et donc, à l'extrême, c'est cette énergie nécessaire pour envoyer la data. Aujourd'hui ou demain, on va chercher à l'avoir de manière gratuite, c'est-à-dire complètement autonome, puisqu'on parle Ok. vraiment de très très petite consommation. Comment tu peux créer cette autonomie? Il y aurait des mini panneaux solaires, je sais pas, qui permettraient de capter de l'énergie sur ces capteurs? Alors Comment ça pourrait fonctionner de façon complètement autonome, cette histoire? Alors l'autonomie, voilà, l'autonomie, elle va elle va être donnée principalement par le solaire. Ouais. Le solaire, ça peut être une solution. Aussi, ce qu'on appelle l'énergie harvesting, donc en gros l'acquisition de petites quantités d'énergie par le mouvement, qui va Ouais. être suffisante une fois qu'on l'aura stocké pour pouvoir envoyer des signaux. Ok. Voilà, ma sonnette chez moi, c'est un petit bouton qu'on appuie qui a l'énergie suffisante pour pouvoir envoyer un petit signal radio pour faire sonner la sonnette. Jamais de pile. Donc, Ok, voilà. très pratique quoi. Voilà. Bon, après la dynamo, c'était aussi du energy harvesting. Hein. C'est Donc, vrai, donc ok. on revient aussi. C'est le côté frugal. On n'a pas besoin. Il y a beaucoup de situations pour lesquelles on n'a pas besoin de débit, on n'a pas besoin d'énormément de quantité de data. Envoyer une température, une position, un état, une télérelève. Ouais, j'allais te poser la question, est-ce que tu as des exemples concrets, des cas d'usage de cette techno par exemple? Oui, Envoyer alors une température, tu disais Voilà, relevé de température. Donc on va avoir tout ce qui va être dans les smart cities. On a besoin de faire beaucoup de relèves. Donc Ouais. des relèves qui sont faites. On parle des compteurs Linky, on parle des compteurs de gaz, mais tout ce qui va être water metering, donc télérelève de débit d'eau, état de positionnement des vannes, état d'un système. En gros, contrôle de la ville, contrôle d'un système. On a besoin de petits capteurs un petit peu partout Ouais. qui vont envoyer un état, une température, une donnée, très très simple, mais pour lesquels on ne peut pas avoir à chaque fois une carte SIM, une alimentation électrique, une maintenance. Et là, des exemples, on en a pas mal. Donc dans les smart D'accord. cities, on va avoir la télérelève, on va avoir l'agriculture connectée aussi. Hein. L'agriculture connectée, aujourd'hui, c'est un énorme sujet par rapport au suivi de température, d'hygrométrie, et donc pour aider en fait toute la partie agriculture. On va avoir aussi
le suivi de tout ce qui va être véhicule urbain, les ordures ménagères, est-ce qu'une poubelle elle est pleine, est-ce qu'elle est vide? Ah oui, donc C'est vraiment très voilà. ok, on parle de smart cities, effectivement, c'est même connaître le niveau de remplissage Connaître des le niveau de poubelles, ce remplissage genre des de choses. poubelles, un touret de câble, savoir combien de câbles il lui reste, et après la géolocalisation qui est une des grandes briques technologiques que peut adresser l'IoT. Pour le coup, les exemples sont assez infinis. Ok. On va avoir les containers, les palettes, les colis. C'est une brique qui adresse beaucoup, beaucoup de sujets. D'accord. Alors justement, on est en 2021, on en est où de l'IoT sur ce secteur? Tu me disais en off justement qu'il y avait une explosion supposée qui était attendue peut-être en 2015, mais qui n'a pas forcément eu lieu, en tout cas selon toi. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors quand on a donc fait les captures en 2015, on regardait les études Gartner et tout ça. En fait, les prévisionnistes étaient unanimes pour dire voilà, c'est 2020, l'explosion, le boom de l'IoT. Donc le slogan, c'était 20 milliards d'objets en 2020. Ok. Donc 20 milliards d'objets. Aujourd'hui, on est plus dans la centaine de millions que dans la dizaine de milliards. Donc après, il faut voir ce qu'on entend par IoT, par objet. Bon, on peut jouer sur les mots, mais le boom On n'y qui est pas, était quoi, encore. supposé, voilà, c'est pas aujourd'hui. Il y a personne qui s'accorde pour dire que les prévisions étaient pas bonnes, étaient infondées. Simplement, déjà, il y a eu des événements qui se sont passés un petit Bien peu sûr. entre tout ça, et en plus. Et donc qui influe vraiment sur comment est-ce que cette explosion doit se passer. Et puis surtout, il y a plusieurs technologies qui vont s'affronter. On revient un petit peu t'as peut-être pas connu l'époque, mais VHS, Betamax et Non, ça me parle CD, pas pour le Blu-ray. coup. Ouais, ok. Alors, CD, oui, mais Voilà, ouais. donc on sait que ce sera gros, personne ne sait trop comment et quand. Donc, D'accord. mais c'est bientôt et ce sera gros. 2030? Non, c'est toujours repoussé un petit peu, mais après, en Ouais. fait, ce qui est important, c'est que l'IoT, c'est quoi? C'est acquérir une donnée et l'envoyer vers un réseau. Donc, la façon dont on acquiert la donnée et la façon dont on l'envoie dans le réseau et sur quel réseau on l'envoie, ça, c'est l'enjeu technique et ça, c'est l'enjeu qui fait que c'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait une adoption, il faut qu'il y ait des technos qui s'affrontent. Derrière, une fois que cette data, elle est là dans le cloud, il faut la raffiner, la processer, et ça, c'est l'enjeu des sociétés comme les nôtres de SaaS D'accord. pour créer en fait la valeur. Mais déjà, donc ça, tout le monde travaille à fond pour justement créer cette valeur, avoir des clients et résoudre les problèmes et le ROI pour le client. La petite boîte noire qui va dire comment on acquiert la donnée et comment on l'envoie sur quel réseau, ça limite, il faut que ça devienne transparent pour le client. Ok. Est-ce que le champion, ce sera Sigfox? Est-ce que ce sera LoRa? Est-ce que ce sera NB-IoT, LTEM ou autre chose? D'accord. La petite boîte noire, le client, il doit l'oublier. Le reste, c'est de la data. Ok, ok, ok. Alors justement, ça sous-entend pas mal de choses pour l'utilisateur. On parle de privacy, on parle des enjeux de sécurité, on parle des freins à l'adoption de ce genre de technologie. C'est quoi les enjeux autour de l'IoT, je sais pas, dans 5-10 ans, dans cette supposée explosion? Alors, c'est effectivement d'ailleurs aussi peut-être une raison pour laquelle le décollage il est toujours Ouais. plus lent qu'on pouvait l'imaginer. À partir du moment où on parle d'Internet des objets, il y a une connotation qui peut faire peur. Donc, au-delà du côté, il y a la connotation gadget. Bon, brosse à dents connectée, tout ça, c'est la connotation gadget. Une Ouais, fois qu'on a fait le. on appelle ça quoi, les wearables ou Ouais, quoique la brosse à dents wearables, moi connectée, j'appelle peut-être ça pas, les, mais les gimmicks, mais ouais, voilà, bon. ok. Après, il y a ce côté un petit fantaisie. Après, il y a le côté un petit peu plus sombre. Internet des objets, ça va faire, donc Smart Cities et compagnie, ça fait un peu autoroute à pirate, hein, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un point d'entrée pour pouvoir faire connecter quelque chose, eh ben, c'est une vulnérabilité supplémentaire et un risque supplémentaire. Et donc ça, c'est plutôt pour le côté piratage et même limite sur des systèmes un peu complexes ou des systèmes qui sont un petit peu fondamentaux ou Ouais. qui sont dangereux. Et le côté, bien sûr, protection de la donnée personnelle. On parle de géolocalisation, donc Ouais. de privacy. Alors, Peut-être même écouter des conversations, ce genre de choses oui, voilà, aussi. voilà. Nous, dans la géolocalisation, on a typiquement tous les jours cette question de comment est-ce que vous assurez que on n'aura pas de fuite de data, on ne sera pas espionné, que vous-même, qu'est-ce que vous faites de nos données. Donc la RGPD apporte une réponse à ce genre de choses. D'accord. Mais c'est pas, voilà, derrière, il y aura toujours au fond ces questions-là. Donc ça sera toujours des sujets qui seront soit des freins, soit des sujets en tout cas à travailler et à prendre très au sérieux Ok. de la part des industriels. Moi, je pense que l'IoT, il faut aussi, donc au-delà du côté
du côté un petit peu, on en a peur, il faut aussi voir un peu les bénéfices que ça peut apporter. Parce Bien que sûr. l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir connecter les objets pour des bonnes choses. On va parler de sécurité, on va parler de prévention des risques. Ça peut être des inondations, ça peut être des tremblements de terre. Tout ça, ce sont des capteurs qui peuvent aider aussi à anticiper mieux Ouais. certains risques. Et puis après, on parle aussi de technologies qui ne consomment pas. Donc quelque part, aujourd'hui, on est sur une dimension qui est en cohérence avec les aspirations du monde, à savoir avoir moins de consommation. Si l'énergie, on peut aller la chercher ailleurs que dans une batterie ou dans une centrale à charbon, eh ben, il y a une cohérence. D'accord. Donc voilà, il faut regarder les bons côtés, Bien sûr. il faut trouver les mitigations au mauvais côté, Ouais, ouais. et puis Ça permettra justement d'accélérer aussi la tendance, quoi. Si ces freins sont rapidement levés. exactement. Ok. Et puis après, il y a l'adoption. L'adoption, bah oui, l'industrie doit adopter, ça se fait pas en 5 minutes. Puis après, voilà, on parlait d'événements. Voilà, le Covid a révélé pas mal de choses, alors, des bonnes, des mauvaises, mais on a aujourd'hui des choses qui ont complètement changé sur la donne industrielle. On a un marché, une consommation intérieure chinoise qui a explosé, une demande mondiale qui a explosé, des semi-conducteurs qu'on n'arrive pas à fabriquer, Ouais, qu'on clairement. n'arrive pas à livrer pour toutes ces raisons, pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons de consommation ou de priorité. Et demain, on va avoir des raisons énergétiques qui font qu'on fabriquera encore moins et du coup qu'on aura encore plus de difficultés d'approvisionnement. Donc tout ça, ça va jouer dans la balance de l'adoption et peut-être même de la technologie. À un moment donné, pour l'utilisateur, le côté disponible pourra être prépondérant par rapport à la techno qu'on va utiliser. Donc tous ces paradigmes-là qui changent, il faut arriver. Enfin, il y a des choses qui sont un petit peu irrationnelles et imprévisibles. C'est ultra intéressant. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi du futur. Tu me parlais de... Là, on va vraiment rentrer dans la Ouais. technique. Tu me parlais de smart contracts liés à la blockchain. Tu me parlais de décentralisation. Est-ce que tu peux un peu dégrossir le trait autour de ces sujets? Oui, alors effectivement, quand on parle de décentralisation, on va parler en gros de pouvoir se passer d'une entité centrale qui va contrôler quelque chose. Donc aujourd'hui, si on parle de télécommunication, on a des opérateurs réseau, que ce soit nos opérateurs historiques, que ce soit Sigfox dans le cadre des réseaux bas débit, qui vont engranger les abonnements et puis après qui vont donc distribuer de la connectivité. Ouais. Aujourd'hui, on a des réseaux, alors je le cite, un réseau qui s'appelle Helium, hein, qui est une initiative du fondateur de Napster, je ne sais pas si tu te Si, souviens de ça me Napster, dit quelque chose. Ouais. pour le Ouais, coup, ouais. qui est de créer un réseau entièrement décentralisé, c'est-à-dire que chacun va être une brique de la connectivité. Alors on parle d'un réseau bas débit, exactement du même type que les réseaux Sigfox. Ouais. L'idée, c'est de dire, on a chacun une antenne, enfin les personnes ont des antennes chez eux, vont faire communiquer les objets et vont être rémunérés par celui qui a souscrit l'abonnement à l'objet via une crypto-monnaie en tout cas, Ouais. et en tout cas en utilisant le système de blockchain de Helium. Et ce système-là, il va aussi permettre de vérifier, de faire ce qu'on appelle la proof of coverage, de vérifier que la personne qui détient l'antenne va bien couvrir une certaine zone. Donc, on va faire communiquer les entraînes entre elles et dire ok, j'atteste que lui il couvre bien cette zone-là, je les rémunère pour ça avec une crypto-monnaie, donc Ouais. on appelle le HNT, et après les futurs utilisateurs du réseau vont aussi souscrire à Helium un abonnement qui sera redistribué au prorata de l'utilisation chez les gens. Donc au-delà du côté technique, c'est un petit peu comme les cryptocurrencies, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'entité centrale, Ouais, c'est ça. chacun Tu est contournes le utilisateur du système réseau. actuel, quoi. Et c'est exactement. Que ce soit pour l'Internet des objets, si c'est industriel ou si c'est marginal, ce sera juste une techno. Mais il faut imaginer que ça peut être valable pour n'importe quel réseau de télécommunications ou même pour n'importe quel autre service. Il n'y a rien qui empêcherait enfin à part les régulateurs et évidemment les barrières physiques, mais d'être opérateur du réseau. Tout se décentralise de plus en plus. Donc, et aujourd'hui, on voit que parfois la confiance sur la centralisation, une espèce de défiance de la part des utilisateurs vis-à-vis des entités centrales, on le voit pour les crypto-monnaies, tout le monde est bien embêté avec ça. Pourquoi est-ce que demain, ce ne serait pas la même chose pour les réseaux de télécommunications? Et est-ce qu'on n'irait pas à terme dans une économie de l'échange comme avant, quoi? Très bien, très bien, très bien. Est-ce que la 5G change la donne
pour l'IoT? Alors la 5G, pareil, donc dans la 5G, il y a plein de choses. Il va y avoir le haut débit, le très haut débit. Et effectivement, il y a une petite partie de la 5G qui va être consacrée au bas débit et donc à l'IoT. Donc selon les pays et selon le type de hardware auquel les opérateurs ont prêté allégeance, on va avoir deux technologies qui s'affrontent, une qui s'appelle NB-IoT, Narrowband IoT, et l'autre LTE4M1, donc LTE-M. Ce sont des technologies, on va dire, similaires, si je vulgarise, à des technologies bas débit comme Sigfox, en termes de consommation, et qui représentent aujourd'hui effectivement des concurrents sérieux aux technologies LP1 comme LoRa et Sigfox. Et donc, ça fait, comme je disais tout à l'heure, la petite boîte noire, elle peut très bien être composée d'un bout de la 5G pour faire ça. Mais il faut que ce soit transparent pour le client, parce que derrière, il ne va plus rien comprendre, et puis s'il ne comprend pas, il va bloquer, il va arrêter. Très bien. Arnaud, en tout cas, merci pour tes explications. On va passer maintenant aux questions. Quelle application, pardon, tu utilises le plus aujourd'hui? WhatsApp. Mobile, ouais, plutôt. WhatsApp, ok. Ouais. Allez, la deuxième, parce que WhatsApp, c'est… D'accord. Coinbase. On parlait de crypto-monnaie. Très bien, ok. La personne qui t'inspire le plus? Je n'ai pas beaucoup d'idoles. Mais ouais, Elon Musk, ça reste quand même quelqu'un qui… qui est capable de faire tellement de choses. Quand on a fait sa monnaie, sa banque, sa voiture, et qu'on envoie sa voiture avec sa fusée dans l'espace. Qu'est-ce qui reste à accomplir, quoi. Ouais, sûrement plein de choses, mais… Est-ce que la tech te fait peur? Non. Si elle est bien utilisée, non. D'accord. Quel est ton plat préféré? Plateau de fruits de mer. Plateau de fruits de mer. Très bien. C'était ma dernière question, bon tu vois. Voilà, tu vois qu'elles n'étaient pas trop farfelues, mes questions. Arnaud, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Non, plaisir partagé. Merci de cette invitation et à très bientôt. Ouais, on a pu explorer plein de choses autour de l'IoT. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu ce focus un petit peu général, et puis en même temps, on a pu rentrer dans les détails. Puis on a pu parler aussi de ton activité chez Captures. Plein de bonnes choses en tout cas pour la suite. Merci beaucoup. Chez vous. Merci beaucoup d'avoir suivi en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre contenu. Un petit peu de soutien, ça nous fera que du bien. Merci à tous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel invité. Salut les amis, ciao.